Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis très heureux, voire même très ravi aujourd'hui de vous accueillir encore une fois pour une nouvelle séance des relations internationales. Toujours dans le même cadre d'idées, celui des grands courants de pensée, des grandes écoles qui ont influencé les relations internationales. Nous allons aujourd'hui traiter d'une école très célèbre, très fameuse d'ailleurs, qui a largement influencé les relations internationales. C'est celle de l'école marxiste. Or, la question qui se pose est d'ores et déjà, quelle est la quintessence même de cette école? De quoi s'agit-il exactement? Quels sont les grands postulats de départ de cette école et comment elle a pu influencer les relations internationales. Rappelons dès le début que la théorie marxiste tire son nom de son fondateur, l'historien, économiste et philosophe allemand Karl Marx. 1818, date de sa naissance, à 1883, date de son décès. Néanmoins, et selon les spécialistes en matière des relations internationales, force est de constater que le marxisme n'a pas élaboré une théorie spécifique, inhérente, sinon identifiable des relations internationales, du fait que la pensée marxiste embrasse à la fois la sociologie, l'économie, la philosophie, la politique, bref, la littérature. En fait, il s'agit d'une théorie pluridisciplinaire, il s'agit d'une analyse, disons un peu complète, du champ social tout entier. Ceci étant, on peut néanmoins relever quelques traits conceptuels pour élucider la pensée marxiste concernant la structure et le processus du système international. Donc, commençons par soulever la question essentielle, celle qui a trait à la conception marxiste des relations internationales. Je veux dire, quels sont les fondements de cette école? Quels sont les postulats de départ? Point d'interrogation. Il faut dire aux chers étudiants qu'il n'est pas assez facile, qu'il n'est pas aisé de dégager, voire même d'extraire quelques repères essentiels, voire même exacts, de la pensée marxiste des relations internationales, du fait de l'absence même de cette théorie. Il n'y a pas une théorie intrinsèque propre à Karl Marx pour ce qui est de ce champ des relations internationales. Bien plus, d'autant plus que voilà, cette vision marxiste est caractérisée par sa globalité. Il s'agit d'une pensée pluridisciplinaire qui touche à tout, qui coiffe tout, bref, tout le champ des sciences sociales. Quoi qu'il en soit, et pour plus de précision, on est contraint, si vous voulez, de résumer la pensée marxiste, et ce en se basant, si vous voulez, sur deux notions clés de cette pensée marxiste, entre guillemets, des relations internationales. Donc, à notre avis, deux idées pertinentes illustrent la pensée marxiste des relations internationales. Primo, les rapports de force économique imposés par le capitalisme. Donc c'est une donnée très importante à retenir pour ce qui est de cette pensée classique,
pensée marxiste des relations internationales. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a point d'État, comme c'était le cas pour les réalistes, ni d'individus, comme c'était le cas pour les libéraux. Donc ce qui importe pour Karl Marx, ce sont ces rapports de force économiques imposés par le capitalisme. Secondo, et ce point est largement lié au premier, ces rapports de force économiques ont engendré, ont causé une division du monde entre un centre qui détient le monopole du pouvoir aussi bien économique que politique et une périphérie, disons, qui subit les règles du jeu du centre. Pour avoir une idée claire et nette de ces deux idées forces qui illustrent la pensée marxiste des relations internationales et dans une large mesure, permettez-moi, chers étudiants, de procéder à une subdivision de ces deux problématiques en 4 points essentiels qui méritent quand même d'être analysés minutieusement. 1. La lutte des classes. La lutte des classes liée bien évidemment au rapport de production. Donc, et la lutte des classes et les rapports de production, quoi qu'ils sont liés, ils sont des variables très explicatives, très pertinentes selon la pensée marxiste des relations internationales. Donc, pas question d'autres variables telles que l'État, l'individu, comme on l'a déjà signalé. Et c'est là où réside essentiellement l'originalité, la singularité même de la pensée marxiste des relations internationales. Un deuxième point, non moins sans importance, qui en découle et dans une large mesure de cette première constatation, de ce premier élément, c'est que le capitalisme, et à travers sa domination, a causé, si vous voulez, un fossé, voilà, une division du monde en un centre et une périphérie. Donc il s'agit d'une dualité du système international, un centre et une périphérie. Un troisième point essentiel, c'est celui de cette fameuse théorie d'impérialisme. L'impérialisme, expression chère à Karl Marx. Un quatrième point essentiel, c'est celui qui a trait à cette révolution prolétaire. En fin de compte, Marx préconise cette révolution prolétaire de la classe ouvrière internationale pour parer, sinon pour, si vous voulez, mettre fin au capitalisme à travers le monde. Donc voilà 4 points essentiels qui illustrent et dans une large mesure l'esprit va même, l'essence même de la théorie marxiste des relations internationales entre deux guillemets. Le premier élément donc, le rejet de l'État comme variable explicative des relations internationales. L'école marxiste rejette, et dans une large mesure, la vision réaliste, voire même libérale, et ce, en se concentrant exactement et profondément, si on peut dire, sur les aspects économiques. Ça veut dire que l'école marxiste, le déterminant essentiel,
la variable très pesante qui pèse dans les relations internationales n'est pas l'État, comme c'était le cas pour les réalistes, n'est pas l'individu, entre deux guillemets, mais beaucoup plus l'économie, beaucoup plus les luttes des classes sociales qui est le moteur même, si vous voulez, de l'histoire de l'humanité. En effet, et ce qui est original d'ailleurs pour l'école marxiste, c'est cette histoire des sociétés qui est commandée par des rapports économiques, par des antagonismes de classe qui en découlent. Ça veut dire que les institutions, y compris l'État, ne sont que des éléments d'une superstructure qui n'ont pas d'existence réelle. Et Karl Marx de nier, de refuser, de considérer la société internationale comme une simple juxtaposition d'États souverains. L'État n'est plus l'unité, n'est plus cette cellule des relations internationales. Bref, les relations internationales ne peuvent être fondées, selon l'esprit marxiste, que sur les antagonismes de classe à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. On déduit donc que l'État, étant donné qu'il est une structure de domination selon l'école marxiste, est largement substitué par une autre variable, très déterminante d'ailleurs, très explicative des relations internationales selon cette école marxiste, c'est celle de la lutte des classes sociales. Un deuxième élément très important d'ailleurs, et toujours dans le cadre conceptuel de l'école marxiste des relations internationales, et qui résulte d'ailleurs du premier élément déjà analysé, c'est cette politique internationale qui n'est pas l'expression de la politique nationale, mais c'est beaucoup plus le reflet, si on peut dire, des rapports de production. De ce fait, et sur l'échiquier international, la compétition entre États constitue une des formes de la rivalité entre des bourgeoisies qui se disputent le contrôle de marché des matières premières, voire même des débouchés. La lutte entre États, selon la conception marxiste, est erronée, sinon fictive. Ce sont les acteurs économiques, voire même, pour parler d'une façon très explicative, disons, on parle beaucoup plus des détenteurs de capitaux, selon la pensée marxiste, les détenteurs de capitaux qui déterminent en fonction de leur, disons, intérêt, la paix ou la guerre à travers le monde. Bien plus, les rapports de force économique largement imposés par cette logique capitaliste de l'exploitation a eu des effets pervers sur la société internationale d'une façon générale. On parlait d'ores et déjà d'un nord, d'un centre plus exactement, qui détient le monopole du pouvoir, aussi bien économique que politique, et un sud, voire même une périphérie, si on peut dire, qui est largement reléguée au second plan et qui subit les règles du jeu du nord, voire même du centre. Un troisième point très essentiel au niveau de l'analyse marxiste des relations internationales est celui de la théorie de l'impérialisme.
En fait, le marxisme, d'une façon générale, constate que la concentration du capital due à une course fatale, disons, au profit, mène inévitablement à l'impérialisme, c'est-à-dire une politique mise en place par les États capitalistes visant à accroître leur domination, surtout économique, sur les autres États non capitalistes. Et la conséquence de cet impérialisme est l'apparition de conflits entre les puissances capitalistes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de nouveaux débouchés économiques pour leurs produits. Ils s'affrontent pour le contrôle de territoires et tout particulièrement des colonies. Un dernier point essentiel au niveau de cette école marxiste des relations internationales est, étant donné que les détenteurs du capital, du pouvoir économique interviennent toujours derrière le paravent des gouvernements pour dicter en fonction de leur intérêt la paix ou la guerre, devant cette situation de désordre selon la pensée marxiste, un remède, une issue à ce problème, c'est que il y a une nécessité d'une révolution une révolution prolétaire, bien évidemment. Cette classe démunie, cette classe appauvrie, cette classe opprimée doit s'unir pour mettre un terme, si vous voulez, à cette exploitation capitaliste, d'où la célèbre formule du manifeste prolétaire de tout le monde, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Donc voilà, en quelque sorte, un panorama, si on peut dire, de l'école marxiste d'une façon très succincte et très brève. Il faut dire que, quoique cette théorie marxiste est politisée et révèle une certaine idéologie partisane, entre deux guillemets, et contrairement à l'école réaliste qui a eu un effet plus ou moins important sur les relations internationales, mais qui limitait les relations internationales aux relations interétatiques et basait toute la discipline sur les concepts, disons, de puissance et d'intérêt national. Donc c'était plutôt une approche limitative, voire même rudimentaire de cette vision réaliste. Au contraire, cette approche marxiste était une approche interdisciplinaire. C'est un avantage, c'est un atout. Il s'agit d'une étendue sans limite d'une pensée qui mettait l'accent sur des jalons conceptuels, si on peut dire, qui sont très pertinents et qui servaient alors à une théorie réellement universelle. Nous allons mettre l'accent sur deux points essentiels, si on peut dire. C'est que cette théorie a souligné, bien évidemment, le rôle des classes au-delà des frontières étatiques. Et je souligne ce mot, au-delà des frontières étatiques, les frontières étatiques. Alors, ça veut dire que, et surtout, et à travers le manifeste du Parti communiste, disons, par cet appel à l'union des travailleurs de tous les pays du monde. Donc, Marx, si vous voulez, a mis l'accent sur un modèle transnational. C'est ce qui compte en relations internationales. C'est ce modèle international. Ça veut dire que l'économie politique aujourd'hui et jusqu'alors, disons, à une date récente, cette approche était
très dominant au niveau des relations internationales. On parlait aujourd'hui des multinationales, des flux financiers transnationaux. Et voilà, ce sont des exemples éloquents qui illustrent encore une fois que la théorie marxiste était utile, si vous voulez, pour ce qui est de l'analyse de certains phénomènes internationaux. Il faut dire que le rôle de ces acteurs non étatiques n'est pas à négliger pour ce qui est des relations internationales actuelles. On parle des multinationales, on parle des flux migratoires, on parle, si vous voulez, des flux financiers transnationaux, etc., etc. Donc l'importance de cette théorie n'est pas à négliger. Un deuxième point important, c'est celui de la théorie de l'impérialisme, si on peut dire. Quoique le mot est un peu fort, l'influence a été très grandissante au niveau des relations internationales. Bref, le développement inégal entre un pays riche, entre si vous voulez, les pays riches, entre un bloc tout à fait puissant qui détient le monopole du pouvoir économique, budgétaire, etc., etc., et un Sud tout à fait appauvri et qui dépend, et dans une large mesure, de l'aide des États du Nord. Donc, je veux tout simplement faire allusion à la place, si vous voulez, du tiers-monde dans le système international actuel. Les problèmes du développement et de sous-développement ont largement imprégné les relations internationales de l'URSO. C'est-à-dire que voilà, ces thèmes existaient toujours, qui ont été largement analysés par la plupart des auteurs, voire même des spécialistes en matière des relations internationales. Donc, grosso modo, l'école marxiste n'était pas sans conséquence directe sur cette matière, aussi vivace soit-elle. En guise de conclusion générale, et après avoir relevé les divergences entre les différentes écoles dites classiques des relations internationales pour mettre en évidence leur diversité quant à leur point de vue, quant à leur point de départ, à leur postulat, quant à leur mode d'explication, quant à leur paradigme. Et voilà, on est quand même en droit de se poser la question où sommes-nous actuellement aujourd'hui de ces écoles de pensée? Allez, je vous fais aux écoles classiques parce qu'ils sont largement dépassés par les écoles dites modernes. Sommes-nous de ces écoles face à un monde, face à un système international hétérogène, voire même complexe, un monde dans le cadre de ce troisième millénaire? Point d'interrogation.